galaxypop.fr, la pop culture jusqu'au bout des ondes. Oh, regardez, là-haut, Un film oublié, mais pas oubliable. c'est un Richard Donner. C'est un Rutger Hauer. C'est une Michelle Pfeiffer. C'est un Mathieu Broderick. Non! C'est le nouveau Entre Geeks sur Lady Hawk. For millions of years, Earth was fertile and rich. Then pollution and waste began to take their toll. Civilization fell into ruin. Welcome to man's most magnificent achievement in the conquest of space. The man-made planetoid, Space Academy, founded in the star year 3732. Bienvenue dans le podcast Entre Geeks, le podcast des œuvres oubliées mais pas oubliables. Eh bien écoutez, ce soir nous allons parler d'un film qui au fond de moi-même me tient à cœur. Vous allez rire, on va pas aller dans l'espace ce coup-ci. On n'aura pas d'aliens, on n'aura pas de glouglou. Non, on va retourner dans les années 1985. 1985, oui, ok, vous allez encore me dire, oh, ils nous énervent, ils font les années 80. C'est tout à fait possible. Néanmoins, 1985, si je vous dis Richard Donner, Rutger Hauer, ça commence à vous intéresser? Michelle Pfeiffer, tout va bien. Mais si je vous dis Alan Parsons, ah, là, à mon avis, vous ne connaissez pas. Bon, je pourrais vous sortir un certain nombre de termes, longs, pompeux. Je vais crever l'abcès tout de suite et, puisque vous avez lu le nom de l'épisode, on va parler de Lady Hawk. Lady Hawk, un film donc de 1985 qui va vous parler de deux héros qui sont entre le jour et la nuit. Le jour et la nuit, justement, qu'est-ce qu'il y a entre le jour et la nuit? Généralement, on a la pénombre. La pénombre, eh bien, figurez-vous que ce soir, pas de Dany, je vais être en tout petit comité. Il y a très longtemps de ça, je faisais des jeux de rôle et j'ai croisé une personne très importante à mes yeux, très chère auditorice. J'aimerais que vous accueilliez ce soir dans le podcast Entre Geeks, le podcast des œuvres oubliées mais pas oubliables. Oui, je sais, c'est contractuel, je suis obligé de le dire. Je souhaiterais que vous fassiez un merveilleux accueil à Aldo, qui, il y a quelques années, s'appelait Pénombre. Bonsoir Aldo, comment vas-tu? Bonsoir Beast, ça va bien, je te remercie et merci pour cette petite invitation à ton podcast, surtout sur un film qu'on a vu il y a très très longtemps. Donc j'espère qu'on va passer un bon moment ensemble. Eh bien écoute, je pense qu'on va faire tout le nécessaire pour qu'on passe, nous, un très bon moment. Écoute, je vais te dire, on n'est que nous deux. Si les autres prennent leur plaisir, après tout, pourquoi pas? Allez, on va être égoïste. On fait le podcast, on fait le podcast pour nous deux. Mais dis-moi, Aldo, d'où viens-tu? Oui, Qui es-tu? alors quand on s'est rencontrés, il y a très très longtemps, on faisait tous les deux du jeu de rôle, on jouait tous les deux à Shadowrun et on s'est rencontrés par le biais des Shadow Forum, qui était la première communauté francophone formelle, on va dire, de rôlistes de Shadowrun. Et on a monté plusieurs opérations, notamment dans le salon de l'appart que j'occupais à l'époque, où quelques joueurs venus d'un peu toute la France étaient descendus plusieurs fois. Après, on a fait ça chez d'autres personnes. Et voilà, on s'est rencontrés en direct, du coup, et toi et moi, on est restés en contact pendant pas mal de temps, malgré la vie. Une bonne vingtaine d'années. Et c'est ça, même, ouais, bientôt une trentaine Ouais. en fait, bientôt une trentaine. Et puis moi, par contre, le jeu de rôle, j'ai pas arrêté. Non seulement j'ai pas arrêté, mais j'ai fini par devenir
auteur amateur, puis professionnel, même si c'est pas mon gagne-pain, c'est voilà, je contribue, je participe, j'écris dans différents jeux et suppléments de jeux. Voilà. Et du coup, si on veut sortir un petit peu ton pédigré, sur quoi aurais-tu sévi? Donc on a parlé de Shadowrun, mais encore. Ben, en fait, j'ai eu pendant très longtemps un site web qui s'appelait pénombre.com et c'était comme ça que j'avais mon pseudo en ligne à l'époque. J'ai sorti pas mal de trucs en tant qu'amateur sur Shadowrun pendant quelques années et puis j'ai été à un moment l'un des co-administrateurs des Shadow Forums quand on a réussi à obtenir un hébergement par le biais d'un ami. Et ensuite, je suis parti vers d'autres horizons. J'ai eu une longue période sur le jeu de rôle L5A, le livre des 5 anneaux, donc plutôt du jeu de rôle sur les samouraïs, fantastiques, ainsi de suite. Ce qui m'a permis en fait de rencontrer des gens qui avaient des accroches dans le milieu professionnel, et c'est comme ça qu'on m'a branché sur des éditeurs qui avaient besoin de gens qui avaient une certaine pratique de l'écriture, même si c'était en tant qu'amateur à l'époque. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à contribuer comme relecteur plus rapidement comme auteur à des jeux qui sont des jeux pro sortis sur le marché, pour certains qui ont connu des gammes qui durent encore, même si moi je suis plus dans l'équipe depuis un moment. Et voilà, Et, la version courte. et tu es également créateur d'un certain nombre de jeux dont tu es. Oui, pas tant que ça en fait. Bah, En tant un que certain créateur, en nombre, tant un qu'auteur certain nombre, c'est principal, plus de 2. ouais, on va dire oui, on va dire ça, oui. Mais le gros de ce que j'ai pu écrire, je les ai écrits dans des jeux initiés par d'autres personnes qui avaient besoin de coups de main ou qui avaient besoin de co-auteurs ou qui avaient besoin à un moment de dépannage parce que c'est souvent des projets un peu à longue haleine. Des projets ambitieux de jeux de rôle, ça prend des années et dans la vie, il peut y avoir un tas de choses qui arrivent qui font que des fois tout le monde n'arrive pas à s'inscrire dans la durée parce qu'il peut y avoir des divergences, parce qu'il peut y avoir des problèmes qui affectent les uns ou les autres, parce qu'il peut y avoir des revers. Et donc, si tu veux, oui, j'ai des projets que j'ai initiés et menés à terme en tant qu'auteur principal, voire en tant que seul auteur. Et puis surtout, des projets auxquels j'ai participé avec d'autres auteurs, ce qui est une autre expérience qui est tout aussi enrichissante parce qu'il y a pas mal on confronte son imaginaire à celui des autres et on essaye d'arriver à faire en sorte que tout ça donne quelque chose où tout le monde s'y retrouve et où ça incite des gens à jouer derrière. Voilà. Alors justement, on parle d'imaginaire. Ce soir, on va parler de Lady Hawk. Donc, un film de fantasy médiéval américain. Oui, oui, vous inquiétez pas, auditeuristes, je suis devant Wikipédia, réalisé par Richard Donner. Je vous lis le synopsis. En Europe, au XIIIe siècle, Philippe Gaston est un jeune voleur emprisonné dans le donjon de l'Aquila dans les Abruzzes. Après s'être échappé des cachots, il est rattrapé par la garde lancée à sa poursuite. Il est sauvé in extremis par Étienne de Navarre, ancien chef de garde de l'Aquila. Amant d'Isabeau d'Anjou, Navarre provoqua par le passé la jalousie de l'évêque d'Aquila, également amoureux d'elle. Incapable de résister à cette passion dévorante, l'ecclésiastique chassa le couple de la région et les condamna en pactisant avec le diable. Désormais victimes d'une malédiction, les amants sont forcés d'être éternellement ensemble et pourtant toujours séparés. Pendant la journée, Isabeau se transforme en faucon et la nuit, Navarre devient un loup. Notre volonté ce soir, c'était de parler un peu de fantasy. La fantasy dans les années 80, elle débute avec quoi comme film, par exemple, Aldo? Les années 80 en fantasy. Moi, dans mon souvenir, le premier film de fantasy que j'ai vu dans les années 80, c'était Excalibur de John Boorman. A wizard's ancient spell. Into the eyes of the dragon and the despair.
lust of a lord. I must have her. One night with her. Give birth to an empire. Behold, the sword of power, Excalibur. The future has taken root in the present. It is done. One land, one king. Orion Pictures presents John Boorman's Excalibur. Knights of the Round Table, we shall always come together in a circle. Alors, donc, Excalibur, imaginez la légende arthurienne avec avec des grandes épées, des chevauchés fantastiques sur du Karl Orff, alors que la musique n'a aucun rapport avec ça. Ne vous inquiétez pas, je vais vous en mettre un petit bout, probablement en bed sous mes paroles. Donc vous avez Simply Rictus, tout le monde, évidemment, vous entendez cette musique, vous n'avez qu'une seule envie, vous sautez sur votre cheval, vous prenez votre lance et vous allez... Et oui, c'était les années 80, avec des armures qui étaient, mais alors, brillantes, ça faisait mal aux yeux. On nous parle souvent des lance flares de certains réalisateurs actuels. Oui. Là, vous en preniez plein la figure. 1982, Excalibur. On a eu, évidemment, on ne peut pas passer à côté, une adaptation tout à fait correcte de Conan le Barbare. C'est vrai, Conan le Barbare. Oui, mais fait. qui a... Tout à fait. Avec une belle bande musicale Ah aussi, oui, d'ailleurs. Polydoris, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Là il me aussi, semble bien. Oui, oui. imaginez ce genre de musique-là, Karl Orff, Polydoris, ça a été pendant des années les bandes-sons des joueurs de jeux de rôle. Voilà. On n'avait pas grand-chose à se mettre sous la main. Et puis, À part ça, il faut quand même reconnaître. Ou alors, fallait aller dans le classique ou certains morceaux d'Alan Stivell. Ouais. Quoi. Sinon, on avait vite. Alors fait justement, tu parles de Alan Stivell, tu pourrais nous proposer quoi comme morceau? Oh, je me rappelle plus, ça fait longtemps que j'ai pas écouté du Alan Stivell. J'ai eu ma période dans les années 80, justement. Mais Alors, pour rappeler, je vais lâcher le morceau. Aldo n'est pas du tout originaire du Finistère. Il est né au pied de la Mare Nostrum, dans une petite ville qui est proche de la frontière italienne, mais qui a une alors, vieille en fait, histoire. Non, Non, mais attends. non, pas du Non, tout. T'es pas de Nicaea? Non, T'es je suis pas de un pas. Nicaea? Non, je suis un parigot. Ah, mince. Mais je suis arrivé sur la Côte d'Azur, j'avais 4 ans, Bon, quoi. Donc, alors, en fait, oui, mais de temps en temps, il me reste des traces il sévit, des il origines. sévit à Nicaea, une vieille ville grecque Ouais. nommée Nice. Mais on peut quand même dire que si tu es né à Paris, tu es né sur une île, l'île de France. Oui, on peut dire ça. Comment, vous aussi, très chers auditeurs, auditorices, essayez de retomber toujours sur vos pattes. Donc, du coup, on a sorti Excalibur, on a sorti Papy Schwarzenegger. Qu'est-ce qu'on a encore dans les années 80? Bon, on a Lady Hawk dont on va parler, on a Willow. On a Willow, exactement. On a Willow, Ah, donc, qui d'ailleurs, un peu comme Lady Hawk, a ce côté où ça cabotine pas mal, en fait. Surtout dans Willow d'ailleurs, mais ça cabotine. Ça se prend au sérieux, mais pas plus que ça, quoi. oui, et puis il faut quand même rappeler que c'est du Ron Howard, hein. Quand vous avez un truc, vous ne savez pas, vous n'arrivez pas à le faire, rappelez-vous quand même que Ron Howard jouait dans... et voilà, l'Alzheimer, c'est très moche. On en est tous là, mon Happy... pauvre ami. Non, oh mince, et en plus j'en ai parlé dans un podcast récemment, avec Fonzie, bon sang, Happy Days, mais bien sûr. Et d'ailleurs, c'est là, donc je vous cite Ron Howard parce que on a fait récemment, dans Entre Geeks, nous avons fait Cocoon. Et puis, quoi qu'il arrive, Ron Howard, vous pouvez toujours l'appeler quand vous avez besoin de finir un film. On t'a vu dans Solo, hein, Ron Howard, on t'a vu. Sinon, dans les années 80 aussi, on a eu... Alors là, c'était vraiment de la fantasy, je veux dire, contrairement à des trucs comme Willow ou
ou Excalibur, ou Lady Hawk, où on est dans du médiéval Mhm. fantastique. Si on vire le côté médiéval et qu'on part dans la fantasy, Pur. on a eu des films, voilà, il y a eu des films comme Legend, par exemple, Mhm. avec de Ridley Tout Scott, à fait. avec Mia Sara et Tom Cruise, Et surtout, et, et surtout, et surtout le grand méchant. Tim Curry. Et surtout, voilà, c'est vrai que enfin, la scène d'entrée en scène du grand méchant, We are all animals, my lady. Most are too afraid to see it. We are all of us damned, my queen. on va pas la spoiler, mais à l'époque, ça clouait bien dans son fauteuil. En gros, il incarnerait plutôt le diable alors qu'il n'est pas nommé comme étant le diable. Oui, tout à fait. On est sur une imagerie diabolique, mais à aucun moment, et je pense qu'il est plus nommé comme étant un minotaure, si je ne me trompe pas. Alors attends. Dans le film, pas vraiment en fait. Ouais, mais bon, très cher auditoriste, si j'ai dit une bêtise, vous pouvez écrire à Dany qui fera passer le message. De toute façon, quoi qu'il arrive, je suis la caution, comment dire, je tire toujours à côté. Donc vous inquiétez pas, ne prenez jamais ce que je dis pour argent comptant. Après, toujours dans la fantasy des années 80, il y a eu Labyrinthe avec David Bowie. Superbe David Bowie. Voilà, et puis beaucoup moins connu, il y a eu Krull. Oui. Il y a eu Krull. Il y avait quand même des gens comme Freddie Jones ou Francesca Annis dedans, mais voilà, c'était... Et un jour, un film que j'aimerais bien faire mais à la rigueur, Nanarland, on a déjà tellement parlé, on a toute cette exploitation nanardesque de Conan le Barbare, donc on a Dar l'Invincible, on va... Oui, Dar l'Invincible. Imaginez avec Mark Singer qui a une tête de machine à coudre. Donc je fais un petit call-off à Aurélien de T31 Productions. Oui, c'est bien le Mark Singer que vous avez vu dans la série V. Mais il y a aussi un film italien avec deux jumeaux, The Barbarians. Avec les vedettes internationales du bodybuilding, les bouillants frères Peter et David Paul. Thor, attends là, il n'en est pas question. Il est un temps. Je te dis, c'est moi qui vais le battre. Bon, je te le laisse. Les Barbarians. La force à l'état brut. Exact. Voilà. Bon, après, les Italiens, dans les années 80, ont parodié et repris pas mal de choses. Rappelle-toi Star Crash, qui était un pompage de Star Wars, enfin de l'épisode 4 de Star Wars, entre autres, quoi. Et puis si on continue dans la même idée, le film Flash Gordon, qui a des capitaux à, je sais plus, 80% italien, donc un film de De Laurentiis, c'en est un nanar, c'est l'imagerie de Flash Gordon, mais alors qu'est-ce que ça sent le carton-pâte, alors que c'est... Ben, à l'époque, ça passait quand même mieux, et puis... Je sais pas, perso, pour moi ça reste de la série B, je veux dire, je vais pas aller le classer jusque dans les nanars, même si nanar est pas forcément péjoratif comme terme, hein, je veux dire. Mais je pense Flash Gordon, c'est autre chose. Oui, tu vois bien que les costumes, les décors, enfin tout fait carton-pâte, mais c'est assumé. Et il y avait quand même du budget, quoi. Et puis bon, on sait qui faisait la bande musicale et notamment le générique. Ah bon, mais qui ça? Hein, donc voilà. Donc voilà. C'est ça. King of the impossible. He's for every one of us. Stand for every one of us. He's saving the body. Voilà, je chante moins bien que Freddie Mercury. J'ai pas le pantalon aussi serré. Comme tout le monde. Sauf sous la douche. Comme tout le monde. Très bien.
Donc voilà, les années 80, qu'est-ce qu'on avait à bouffer quand on était joueur de jeux de rôle, qu'on s'intéressait. Mais pas trop de la fantaisie médiévale en fait. C'est vrai qu'une fois que tu as enlevé Excalibur, Conan, Lady Hawk, ben après on commence à s'éloigner. Et puis Willow ensuite qui arrive en 86, si mes souvenirs sont exacts. Il n'y avait pas tant de choses que ça à se mettre sous la dent. Je en me fait. suis en train de me poser la question, l'adaptation de Bachi en dessin animé, et qui a eu qu'un seul épisode du Seigneur des Anneaux, est-ce que c'est quelle année? You cannot pass! Je l'avais découvert en vidéoclub à l'époque et ça devait être milieu des années Ouais. 80. Si je Et me puis je rappelle crois bien. qu'on va avoir aussi avec les dessins Mais c'est vrai que ça retraçait le premier ouais, tome du Seigneur des jusqu'à la Anneaux moitié, et je crois, ou même pas. c'est ça à Ouais, peu ouais, près. bon, qui est assez particulier. Et je pense qu'il doit y avoir un autre truc, un dessin animé, le feu et la glace, je crois. Oui, Tigra, la glace Voilà, et le feu. Tigra la Exact. glace. Tu es un des puissants de ce monde. Tu as tout ce qu'un homme peut désirer sur Terre. Et pourtant tu désespères. Parce qu'il y a une chose qui te manque. Un cadeau que tu es le seul à pouvoir faire à nos deux peuples. La paix. Elle guérit le cœur de celui qui la donne. C'était, ça reprenait d'ailleurs Du Frazetta. les caractères design de Frazetta. Ça tombe bien. Donc là, Dany, si tu nous écoutes, je sais que tu es un fan de Frazetta. Et oui, Dany, je sais que tu as 2 énormes volumes de Frazetta. D'ailleurs, quand je ferai le répondeur d'Entre Geeks, tu pourras nous citer ton Frazetta. Eh oui, donc les rôlistes, il faut dire aussi, les années 80, la fantasy, elle se cherchait. On avait le Seigneur des Anneaux qui était sorti dans les années 60, qui était devenu une œuvre de contre-culture, parce que imaginez quand même ce brave Tolkien, donc imagine-le avec du tweed, etc., professeur d'Oxford, qui un jour découvre que son livre s'est exporté aux États-Unis, son livre a été traduit illégalement, 2, en poche, je crois qu'il y a eu une vingtaine de rééditions légales quand même, et que tout le monde dans les universités avait un joint à la main et le Seigneur des Anneaux dans l'autre. Voilà la fantasy. Ça a marqué son époque. C'était de la... Bon, il y avait d'autres œuvres, mais c'est vrai que c'était... je veux dire, quand tu prends... Poul Anderson avait écrit 3 cœurs et 3 lions, par exemple, qui reprenait un peu, de façon très périphérique, les mythes arthuriens. Tu avais Fritz Leiber. Fritz Leiber avec le cycle des épées, une partie de l'œuvre de Jack Vance avec la Terre mourante, Kugel l'astucieux, tout ça, c'est de la fantaisie. Oui, tout à fait. En plus ancien, tu avais Dunsany qui avait écrit La fille du roi des elfes aussi. Mais c'est vrai que par rapport à, enfin en tout cas dans mon souvenir, par rapport à ce qu'on pouvait lire ou voir à l'époque en matière de science-fiction avec des vaisseaux spatiaux, des cyborgs, des créatures, des aliens et des extraterrestres. Voilà, la fantasy, ça, c'était le parent pauvre. beaucoup moins présent. C'était le parent pauvre. Et limite, ça a été... Est-ce qu'on peut dire qu'en fait, la fantasy s'est énormément développée à bas bruit avec l'arrivée du jeu de rôle, avec Donjons et Dragons, au début des années 70? J'aurais même tendance à dire, est-ce que les années 80, tu vois, c'est les films qu'on vient de citer, est-ce que c'est pas une tentative de ce moment-là, de Hollywood ou peut-être de gens qui se sont dit, ça serait peut-être intéressant qu'on fasse du médiéval fantastique, qu'on fasse de la fantasy, parce que il y avait quelque chose dans l'air. Les gens commençaient à connaître Donjons et Dragons, etc. Et en fait, les années 80, passé 88, on n'a plus eu de fantasy au cinéma. Et on va dire que après, les années 90, il faut dire, on n'a pas eu énormément. Si, on a eu quelques œuvres
de science-fiction, mais on va plus passer sur du blockbuster à la Schwarzenegger, Stallone, etc. Mais c'est vrai que les années 90, au niveau de l'imaginaire, il faudra attendre fin des années 90, Matrix, Le Seigneur des Anneaux, pour que l'imaginaire redevienne bankable. Mis à part au début, on a Schwarzenegger, Terminator 2, sorti de là. C'est-à-dire, à mon sens, si tu veux, il y a eu une période où effectivement tout ce qui était la SF et la fantasy avaient leur place dans le cinéma, grand public. Et puis après, c'est retourné à la télé. C'est retourné à la télé parce que, je veux dire, alors surtout la SF. Il y avait très peu de séries de fantasy. On peut en citer deux. Et la SF, oui, on a eu quoi on a eu Hercule avec Kevin Sorbo. Et on a eu, qui était quasiment parallèle, il y a eu Voilà, Xena. juste un an décalé d'un an. C'est ça, mais je veux dire, dans l'intervalle, en SF, tu avais eu toute la vague SF de la fin des années 70, et puis en France, faut voir qu'on était le parent pauvre, parce que quand tu regardes un peu sur Internet, tout ce que les Américains et les Anglais ont produit dans les années 70 comme série, on n'en a pas vu le 10e à l'époque, arriver chez nous. Et puis après, je veux dire, ne serait-ce que par exemple, toute la franchise Star Trek, à partir du moment où ils ont relancé Star Trek Next Generation, Tout à fait. au milieu des années 80, ils n'ont jamais cessé jusqu'à la fin de la série Voyager de produire. En fait, ils lançaient une nouvelle série quand la précédente était en saison 4 ou 5, tu vois. Donc, il y a eu Babylon 5 aussi comme phénomène, qui a été quand même assez marquant, hein. Oui. Si tu veux, la SF avait encore une place, et puis de temps en temps, tu voyais un film de SF arriver sur les grands écrans. Oui, en fait, tout l'imaginaire est passé dans la télévision. Alors, on ne va pas dénigrer la télévision, puisqu'on parle quand même de Star Trek, on parle de Babylon 5, DS9, donc Star Trek DS9, ou DS9, si vous parlez la langue de Molière, c'est des scénarios qui sont en béton. Voilà. Il y en a d'ailleurs qui sont toujours très, très regardables, hein. La plupart sont très regardables, et en termes de scénario, sont même très actuels, hein. Tout à fait. Il y a des trucs qui... Et donc, du coup, voilà, c'est que vous êtes release, vous êtes dans les périodes, vous voulez de l'imaginaire, il y a eu des années de disette. Alors, évidemment aussi, dans l'imaginaire, il y a toujours deux écoles. C'est comme pour les ordinateurs. Vous avez ceux qui sont Mac et ceux qui sont PC. Dans l'imaginaire, vous avez ceux qui sont science-fiction et ceux qui sont fantasy. Je vous avoue, moi, généralement, j'ai commencé par de la science-fiction, et la fantasy, j'y passe de temps en temps, et en fait, c'est totalement débile. Mais, parce que ça reste de l'imaginaire. Voilà, j'avoue, je fais mon coming out aujourd'hui. La fantasy, pour moi, a toujours été, je regardais ça de loin, parce que je ne connais pas. Je me suis mis à la fantasy récemment, et je me suis dit, mais en fait, c'est très bien. Mais les deux, de toute façon, et là c'est le bibliothécaire qui va reparler, les deux ont une énorme maladie, que ce soit la science-fiction ou que ce soit la fantasy. C'est la maladie de « je fais 18 tomes ». Ça, je vous avoue, ça m'énerve. Alors après, ça c'est aussi la façon dont le marché éditorial américain conçoit les choses. Oh, le français aussi. À ce Je niveau-là, peux te dire que le français oui, aussi. mais Hein. je veux dire, les ricains travaillent beaucoup dans la perspective de rémunérer les auteurs au signage, et donc on sort des trucs à rallonge. Et dans les années 90, il y a eu un certain nombre d'auteurs et d'autrices qui se sont fait connaître parce que ils utilisaient ça justement pour explorer en long, large et en travers la psychologie de leurs personnages. Même si l'histoire avançait pas beaucoup à côté, mais une partie du public en redemandait parce que c'était ce qui lui convenait. Après, j'ai eu aussi, moi, le problème, c'est que souvent, la fantasy, j'ai souvent cru, et ça, c'est un problème, et ça, c'est le problème de mon esprit, l'heroic fantasy,
j'ai trop focalisé sur le fait que c'était Conan le barbare. Et progressivement, tout d'un coup, tu te mets à découvrir des romans du type de Ursula Le Guin ou Le Guin, et puis tu découvres Terre-Mère, et tu t'aperçois que c'est de la magie. Mais qu'est-ce que c'est bien! Oui. Et c'est pas de trucs. Et puis après, tu retournes en arrière, tu te mets à lire Fritz Leiber, Le cycle des épées, avec le le souricier gris, Worf et Fafard. Voilà. Fafard. Vous aussi, et ayez toujours un Aldo avec vous quand vous avez des pertes de... voilà. Et vous avez une qualité de langue, et vous vous dites, bah oui, mais c'est pas que des mecs en peau de bête avec une épée qui brandissent et qui décapitent. Donc justement... Il y a eu aussi tout ce qu'a écrit Michael Moorcock. Eh oui, évidemment, je suis passé à côté de Moorcock, je suis passé à côté d'Elric. Tu te rends compte? Je suis passé à côté d'Elric. Alors lui-même dit c'était de l'écriture d'adolescent, même s'il était plus déjà adolescent depuis un moment quand il s'y est mis, quoi. Mais c'est vrai que moi en tant qu'ado, quand j'en ai lu, bon, voilà. Après quand tu le relis 20 ou 30 ans plus tard, ça n'a pas la même saveur. Mais ça a aussi posé un certain nombre de choses en termes d'anti-héros, en termes de conclusions dramatiques, voire sombres. Oui, de caricatures, à des toutes les œuvres, caricatures. voilà. Elric n'est pas est un type surpuissant, mais pas au début, et en même temps, c'est pas un héros. Il est albinos, il est malingre, il est malade, et il est drogué, si je me trompe pas. Alors plus une fois qu'il a mis la main sur une certaine oui, épée, il n'a plus besoin de drogue à ce moment-là. En fait, au début, il a besoin de drogue pour survivre. Il est issu d'un peuple, les Belnibonéens, qui, de toute façon, la drogue pour eux, c'est une des nombreuses sources d'amusement. Voilà, ils sont en pleine décadence depuis des siècles, après avoir régné sur le monde pendant 10 000 ans. Donc, je veux dire, il n'y a aucun stigmate qui se rattache à ça. Simplement, lui, il a besoin de sa came pour vivre, jusqu'à ce qu'il mette la main sur l'épée, ou plutôt que l'épée mette la main sur lui. Et là, tout change, on va dire. Sans spoiler. Non, sans spoiler. Donc, si un jour, voilà, on vient de vous sortir des titres classiques que vous pouvez trouver très facilement dans les médiathèques. Ben oui, je suis bibliothécaire, je vous dis d'aller voir sur les médiathèques. Vous pouvez aussi très facilement les trouver dans les brocantes, Fritz Leiber, Moorcock, Ursula K. Le Guin, Terre-Mère, tout ça. C'est des choses que vous pouvez trouver très facilement. On vous a vendu du Lady Hawk, il faut quand même qu'on respecte le contrat. Ouais. Mais vous inquiétez pas, en fait, Lady Hawk n'est que, comment dire, juste pour nous permettre de parler un peu de fantasy. Lady Hawk, on a parlé tout à l'heure, chaque fois que tu m'as parlé des films, tu m'as dit, ah oui, la musique, elle est vraiment bien. Moi, je t'ai dit, oui, Excalibur, Karl Orff, Simply Rectis, voilà, le truc, t'as envie de sauter à cheval. Quand on parle de Lady Hawk, je vous ai fait le synopsis, bon ben, il y a des gentils, il y a des méchants, il y a une belle histoire d'amour. Quand on lance Lady Hawk, comment dire?
il y a les premières notes. La musique est très bien. Moi, j'aime beaucoup Alan Parsons Project, mais tu te demandes ce que ça fait dans le film. Alors, Alan Parsons Project, en gros, c'est un groupe de producteurs. Alan Parsons a été un des producteurs qui a travaillé sur les derniers albums des Beatles, avant qu'ils se séparent. D'ailleurs, quand on fait des recherches, le fameux concert des Beatles sur le toit d'Abbey Road, il était ingénieur son et on le voit sur le toit. C'est lui qui a tiré une partie des câbles. Il est surtout aussi connu parce qu'il a participé au mixage de Dark Side of the Moon. Ouais, voilà. tout à fait. Donc c'est du... Et puis un jour, on va dire qu'il a cassé son plan d'épargne et il a commencé à monter son groupe. Et en 1976, il a créé on va appeler, généralement on appelle ça un super groupe ou un groupe de producteurs. Ça s'appelait The Alan Parsons Project avec Eric Woolson. Et ils ont commencé avec un album concept, parce que c'était l'époque, parce que évidemment on est sur du rock progressif. Donc du rock progressif, en gros, vous vous attendez pas à avoir 3 minutes qui passent à la radio. Hein. Vous avez des morceaux qui peuvent être relativement longs, avec des envolées lyriques, parfois des croisements avec des cordes, parfois du symphonique, et puis bon. Et donc en 1976, ils ont fait The Tales and Mystery of Edgar Allan Poe. And your thoughts won't fit together, so you sleep light or whatever, and the night goes on forever, then you might change like the weather. En gros, c'est tout un album concept sur les nouvelles d'Edgar Allan Poe. Donc vous avez La chute de la maison Usher, vous avez The Telltale Heart, donc en français c'est Le cœur révélateur. révélateur. D'ailleurs, si vous voulez le lire, la nouvelle est très courte et vous mettez la musique à côté. You should have seen him. You would have seen his eye reflecting in the light. Pour avoir fait connaître d'abord la musique et après avoir lu le texte, mais je me suis dit ça correspondait étonnamment. Donc on a ça. The Raven, le corbeau, la barrique d'Amontillado, qui est énorme. Qui est énorme. Enfin voilà, il y a... Puis bon, le gros morceau dans l'album, c'est effectivement The Fall of House Usher, qui dure un bon quart d'heure. Non, mais un bon quart d'heure, ouais. Sachez qu'à l'époque, en plus, donc c'était sur du 33 tours. Et c'est que de l'instrumental. C'était que de l'instrumental. Ce morceau-là. Le reste, il y avait de la vocalise, il y avait du vocodeur aussi. Alan Parsons Project, ils ont été quasiment l'un des premiers groupes, peut-être même le premier à utiliser le vocodeur. Donc avec des voix complètement métallisées, artificielles. Et c'est vrai que c'était très... ça fait partie des... les amateurs de rock progressif connaissent. Ça fait partie de ces groupes qui ont posé des jalons que d'autres derrière ont pu développer, explorer, amplifier, remanier. Et c'est vrai que voir débouler dès le générique de Lady Hawk du Alan Parsons Project, ça crée un certain effet de distorsion, de décalage. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est du Alan Parsons Project sans en être. Je m'explique. Dans les Alan Parsons Project, donc on avait Alan Parsons qui était compositeur, producteur. Au début de Alan Parsons Project, il chantait quasiment pas. Il programmait les ordis, il faisait le montage, etc. La plupart des chansons étaient écrites par Eric Woolson, mais les orchestrations étaient faites par Andrew Powell. Andrew Powell, c'était l'orchestrateur. Il faudrait que je trouve des mots plus faciles à dire. Mais c'est un peu le troisième homme, comme l'équipage d'Apollo 11. Exactement. On connaît beaucoup les deux qui sont descendus et on parle moins du pauvre qui est resté dans la capsule. Tu vas rire. C'est pareil. Moi, je peux te citer qui est le troisième personnage de... Donc, tu as
Neil Armstrong, tu as Buzz Aldrin, et le troisième, Oui. c'est Michael Oui. Collins. Et tu Oui, sais tout à pourquoi fait. je le sais? Représente le 5-7, la Moselle, la Lorraine en force. Parce que Vas-y, là où dis-moi. j'habite en Moselle, et là c'est le moment Moselle où je vais faire la publicité, j'habite dans la ville où il y a une statue en l'honneur de Michael Collins, parce que quand il était en garnison en France, dans une base Hmm. militaire, en fait, il logeait dans ma ville. Eh, D'accord. ça le fait quand même. D'accord. Ouais, Hein, ça le fait, ça le fait. Alors là, chapeau bas, voilà. Donc vous aussi, vivez en Moselle, on n'a pas que un temps de merde, des Schneck et de la Mirabelle. Voilà, ça a été dit. Donc, Andrew Powell a fait la musique. Pour la petite histoire, quand Richard Donner, sur lequel on reviendra tout à l'heure, faisait ses repérages, en fait, visiblement, dans sa voiture de location, il devait avoir une seule cassette qui était bloquée dans l'autoradio, et en fait, il n'écoutait que du Alan Parsons. Donc, du coup, quand il a fait son film, il a demandé à ce que Andrew Powell, ou du moins les Alan Parsons, fassent sa musique. Ce qu'il faut savoir, c'est que on est quasiment sur un album d'Alan Parsons. Les mélodies, la façon dont c'est Oui. fait, c'est du Alan Parsons. J'ai revérifié à la fin du générique du film, on a David Patton, Ian Berson, et je crois qu'il y en a un troisième qui a orbité dans le groupe Alan Parsons. Patton, ça devait être le bassiste, et Berson, c'est le guitariste. Qui est sur quasiment tous les Alan Parsons, vous trouvez Patton et Berson. Oui. Donc voilà, et c'est vrai que vous écoutez, je vous mets un album très connu d'Alan Parsons Project. Alors tout à l'heure, je vous ai dit, vous l'entendrez jamais à la radio, c'est faux, parce que RTL2, Europe 2 ont un morceau qui vous passe continuellement, c'est Eye in the Sky. Eye in the Et Sky. c'est pas possible. Toutes les 1h30, vous avez Alan Parsons Project, Eye in the Skies. Et le pire, c'est que la majorité des gens vous disent « Ah oui, c'est vieux. Ah, mais il fait plus d'albums. » Alors, fun fact, il a encore sorti un album l'an dernier, Alan Parsons. Il est toujours de ce monde. Oui. C'est le seul qui reste du groupe. Bon, le groupe s'est séparé. Enfin, c'est Mhm. une longue histoire. Je pense qu'un jour, je ferai un podcast complet sur Alan Parsons où ça sera « Vous croyez connaître, mais vous ne connaissez pas ». Petit fun fact, si vous aimez Michael Jordan et les Chicago Bulls, la musique de l'hymne des Chicago Bulls, c'est tout simplement Sirius, la chanson qui est juste avant Eye in the Skies sur l'album. Dans l'album. L'album Eye in the Skies. D'ailleurs, si vous aimez Philippe Cadic, le nom de l'album est bien une allusion au Eye in the Skies de Philippe Cadic. Comme quoi, le monde est petit. Alors, Lady Hawk, qu'est-ce qu'on en aurait à dire? Déjà, moi, il y a un truc qui m'a fait mourir de rire pendant tout le film. Toi, quand tu l'as revu, on l'avait déjà vu il y a quelques années, on l'a revu, Oui, c'est-à-dire que je t'ai forcé, je t'ai... Tu vas pas si menacer. Non, mais... Faut pas exagérer, c'était pas Non, de la mais torture. petit fun fact, il y a une lointaine époque, le surnom d'Aldo, c'était Grand Ancien, et quand Dagon avait des problèmes avec sa femme, Dagon venait dormir. Il venait se cacher il dans venait ma dormir baignoire. dans sa baignoire. Voilà, c'est une blague qui a plus de 25 ans. C'était des délires, voilà, c'était des délires Des d'époque. grands anciens. Moi, le truc que j'avais pas du tout oublié, parce que ça m'avait marqué à l'époque, c'était les épées en alu. Super brillante. Où tu te dis, mais c'est pas la peine de tuer quelqu'un avec, tu l'aveugles, tu lui grilles la rétine avec les reflets du soleil sur la lame, et puis c'est bon, quoi. Elles font... ça faisait déjà kitschissime. Et en plus, quand il frappe, la plupart du temps, on a l'impression de voir la lame qui se plie.
Je sais que normalement, une bonne lame a une certaine Une élasticité, souplesse. mais Ouais. à ce point-là, Étienne de Navarre, je vais revenir de la façon dont il prononce ses noms, qui est joué par Rutger Hauer. Il a la courte épée et la longue épée, un petit peu comme un samouraï. Ça m'a fait penser à ça. Tu sais, tu as le katana Ouais, et le ouais, ouais. wakizashi. Et il a aussi l'arbalète à deux. Et L'arbalète double. l'arbalète. Qui tire 3 fois. La première fois qu'il s'en Oui, sert, oui. elle tire 3 fois, tu sais pas comment. Oui, 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 oui. Et en plus, il est capable de retendre son arbalète. Je sais pas si vous avez déjà vu une arbalète, vous êtes obligé de la caler au pied, de tirer comme un malade, Ouais. ou d'avoir un système de moulinet pour tirer la corde, parce que une arbalète, une bonne arbalète, un arc normal, les arcs anglais, les longbows, ça tirait à 150 mètres. Une arbalète correcte tire à 300 mètres et était capable de transpercer un chevalier en armure. Vous imaginez la puissance de ces engins. Lui, il arrive, ploup, ploup. Oui, donc, non, ça va pas le faire. Mais bon, c'est pas grave, on n'avait pas le temps qu'il remette au pied. Genre, attends, noble ennemi, je recharge ma... Non. Il sera après la moitié du film. Bon, après, blague à part, c'est vrai que quand on le présente comme ça, je veux dire, les gens qui n'ont jamais vu le film se disent, bon, bah voilà, c'est un bon nanar des familles, quoi. C'est pas un nanar. Et en fait, pas du tout, à mon sens. Pas du tout. Vas-y. Bon, déjà, quand tu vois le casting, je veux dire, t'as pas n'importe qui dedans. Bon, on a parlé de Rutger Hauer. T'as aussi Michel Pfeiffer, qui est pas n'importe qui était déjà pas Surtout- n'importe qui, ces gens-là à Surtout à l'époque. cette Hein. époque-là. Ouais. C'est le deuxième film, il me semble, de Matthew Alors, normalement, Broderick. je vérifie, et c'est là que Wikipédia est mon ami pour la vie, sauf que j'ai la plate... Voilà, hop, I-O-A-I. Matthew Broderick, normalement. Alors, on l'a commencé à le connaître dans War Games. War Il Games, éclate, ouais. il explosera réellement après son meilleur film des années 80, c'est La folle journée de Ferris Bueller de... Ah, zut, ça y est, c'est moche de vieillir. Hein. Voilà, voilà, de John Hughes. Voilà, oui, oui. Non, non, ah si, alors il y a un film inconnu, 1918, en 1985, juste après. Et il aurait, Ah oui, je il connais aurait un pas. petit film, Le retour de Max Dugan, en 83. Bon, allez, par commodité, hein, nous allons dire que c'est son deuxième film. Sachant que le précédent War Games, il jouait avec John Wood. John Wood, qui joue également dans Lady Hawk. Et John Wood, c'est pareil, c'est un acteur qui a une longue carrière, puisqu'il a commencé à jouer dans les années 50, il me semble. Mhm. 53. Et il a joué, ouais, ben voilà, et il a joué pratiquement jusqu'à sa mort en 2010 ou 2011, 2011. ouais. Bah, il aura fait Et voilà. du James Ivory, du Zeffirelli, il était dans Jane Eyre, il a été dans Richard III. Oui, ah, mais, et en plus, il était dans La Rose pourpre du Caire de Woody Allen. Et Et derrière enfin, je veux dire, le film, en tant que réalisateur, donc tu as quand même, tu as quand même quelqu'un qui est pas n'importe qui, puisque Richard Donner, on lui doit aussi quelques Ah bon, morceaux. quoi Hein. On donc? lui doit le premier Superman, par exemple, ou les Goonies, ou les 2, voire 3, il me semble, premiers Armes Fatales. La totalité Voilà. des armes fatales, en fait. Voilà, ouais, ok, d'accord, voilà. On lui Les doit, 4, en fait. Si je me trompe pas, les 4. Bon, de toute façon, j'ai un auditeur attentif, XP78. Ah qui oui, oui, saura non, mais là, il va me... Donc en fait, tout ça pour dire, si tu veux, que c'est pas un nanar fait par d'illustres inconnus dans un parking avec un tout petit budget ou dans une cave en faisant croire que c'est un donjon de château médiéval, tu vois. C'est des gens qui ont tous déjà, bon, à part Baudric qui est encore jeune dans sa carrière, mais les autres, ça fait déjà tous un moment qu'ils sont dans le circuit. Et moi, l'impression que j'ai ressortie de Lady Hawk, qui avait eu aussi une version novélisée, qui avait été faite par Joanne c'est ça. Winge,
Voilà. Et que moi j'avais découvert à l'époque parce que les éditions J'ai lu, dès qu'il y avait des novélisations de films, ils les traduisaient en poche. Donc j'avais lu les novélisations des films Aliens, du Show des Titans, de Enemy Dio. Mine, Enfin, je il y en sais pas. avait Voilà. Enemy Mine, voilà, il y en a eu toute une. Le premier, les deux premiers Star Mm. Trek, enfin voilà, il y a eu toute une période. Bon, bref. Et pareil, Joanne Vinge, c'est pas l'autrice la plus connue, mais c'est une autrice des années Ouais. 70-80 qui a quand même aussi. Enfin, si tu veux, tout ça, c'est des gens. C'est pas les moitiés de. Ils se sont pas lancés dans ce genre de truc-là par hasard. Et moi, l'impression que j'en ai retenue, c'est que c'est pas du film à cachetonnage. Tu vois, ils C'est font un pas film ça honnête. pour la soupe. C'est un film honnête, c'est un film de gens qui, quelque part, ont voulu se faire plaisir, je pense. Donc, en tout cas, il y en a un qui a persuadé les autres que ça allait être amusant. Et je pense qu'ils se sont bien amusés à l'époque. Voilà, parce que c'est un film enfin, surtout le personnage qui est joué par Broderick, Philippe Gaston, qui est un voleur qui parle sans arrêt au bon Oui. Dieu, qui évidemment lui répond pas, mais Ah, il est occupé. voilà. Il est occupé. C'est ça, il est toujours occupé, et à chaque fois que le pauvre Philippe essaie d'agir honnêtement, évidemment, ça leur tombe sur la tronche, donc il se plaint au créateur que, bon voilà, comment voulez-vous que je m'y retrouve si à chaque fois que j'agis comme vous le voulez, ça tourne mal. Bref, mais c'est vraiment lui l'élément comique, on va En dire, fait, c'est même. du film, qui en même temps n'est pas une tragédie, hein, même s'il y a des passages assez Et sérieux. c'est même le personnage principal, parce que si tu regardes le générique, c'est ni Pfeiffer, ni Rutger Hauer qui sont en tête. Le premier sur l'affiche, c'est Matthew Broderick. Alors que Rutger Hauer en 82, bah oui, mais en même temps aussi, 82, c'est un film culte. Il était dans Blade Runner, mais le film n'ayant pas marché, on va dire pudiquement que... Pas marché, ça dépend pour qui. Oui, tu vois, je veux dire. mais non, Voilà, je pense que le public d'un film comme Lady Hawk, la plupart des gens ont reconnu Rutger Hauer. Et puis il avait joué aussi dans Oui. de la nuit, par exemple. Premier film américain, 81. Je viens de redécouvrir qu'il avait, figure-toi qu'en 1968, il avait tourné dans l'équivalent de ce qu'on pourrait appeler Thierry Lafronde, la série Floris. En 1968, c'est l'équivalent, comment dire, de néerlandais de Thierry Lafronde. Et tu vas rire. Tu sais qui était le créateur de la série? Quelqu'un de pas très connu, Paul Verhoeven. Ah, tiens. Mais Paul Verhoeven, c'est lui qui avait fait La chair et le sang. La même année. Un autre film où tu as Rutger Hauer qui là tient le rôle principal. Voilà, et qui est une histoire. En fait, en 1985, pour Rutger Hauer, vous avez les deux pièces, les deux faces d'une même pièce. Vous avez un film de fantasy à la Lady Hawk, et vous avez un film noir qui vous montre le Moyen-Âge avec... oui, il y a des scènes lestes, mais en même temps, on vous parle de la peste noire, et dans la catégorie trash, voilà, c'est un film... imaginez Verhoeven, un sale gosse, qui se fait plaisir, et Rutger Hauer qui limite, je pense, j'ai jamais vu Rutger Hauer ne pas s'amuser sur un film, ou quand il est dans un film, il le fait jusqu'au bout. J'ai pas l'impression qu'il soit tellement là pour cachetonner, ou je peux me tromper. Non, c'est pas mon impression non plus. Maintenant, bon, après, je suis pas un cinéphile super averti, hein. Il y a des gens beaucoup plus calés que moi, donc ou que moi, je vais pas l'affirmer. Voilà. Mais pour en revenir enfin moi, voilà, l'impression que j'avais, c'était que si on devait qualifier, à mon sens, alors je suis pas allé voir ni sur Wikipédia, ni sur des trucs comme Rotten Tomatoes et tout, hein. Je veux dire, donc ce que je dis, c'est pas un avis, c'est juste un avis personnel. Moi, j'aurais bien qualifié Lady Hawk de bon film de série B, sans prétention. Je te suis. Voilà, avec bon, un certain nombre, une façon de filmer
où clairement il y a des moments, bon, tu vois qu'il fallait que l'histoire elle avance comme ça, donc dire la scène pour moi qui est assez emblématique, c'est quand tu as Philippe Gaston qui s'échappe par les Mhm. égouts de la prison où il est retenu au début. Donc on est dans les 10 premières minutes. Et tu as toute une scène qui se passe sous l'eau, alors qu'en fait, il n'a pas besoin d'y être. Il pourrait très bien nager en C'est sûr. surface. Il y a juste un moment où effectivement il est obligé d'aller sous l'eau parce qu'il y a une grille et il cherche une brèche dans la grille pour passer outre. Mais il n'avait pas besoin de s'y prendre 5 mètres avant, tu vois. Oui. Voilà. Donc il y a des scènes comme ça, puis certaines des scènes de combat, tu te dis, bon, C'est d'accord. quand même le seul film où tu as un type. Alors oui, c'est un chevalier, oui, c'est un paladin, oui, c'est. En termes de jeu de rôle, le mec, ça s'appellerait un tank. En gros, il a tout mis dans son physique, sa dextérité, etc. Il est face à un type qui a une épée, il donne un coup de poing dans l'épée. Et le type fait Oui. et se barre. En fait, il se sert très peu, à part contre sa némésis personnelle, qui est le gars qui a pris sa suite en tant que Mm. capitaine de la garde. Il se sert quasiment pas de son épée de tout le Ah, film, quoi. quasiment pas. Et cette scène de combat contre Marquet qui est jouée par Ken Hutchinson, il me Hutchinson. semble. Ouais, Ken Hutchinson. Euh, donc, bon, bah, elle a des envolées, elle a de belles envolées épiques cette scène, et puis elle a aussi des passages où tu te dis arrêtez les gars, stop, on se croirait dans un film de catch, Elle est très où, longue, voilà. très longue. Oui, elle dure un bon moment, puis je veux dire, ça commence à cheval, ça se termine à Oui, pied, alors c'est quand même. tout ça dans la nef de l'église, quoi. Alors, figure-toi que c'était même pas. Tu sais que la nef de l'église, c'est pas une église. Mm. Tout à Ça a fait, été ouais. tourné à la Cinecittà. C'est hallucinant. Mais d'ailleurs, Mais oui, c'est que du décor au rabais, quoi. mais Mais avec de la par technicité contre, j'ai derrière. été étonné, comme c'est pas possible. C'est Rutger Hauer à cheval, mais il savait bien monter. Mm. Oui, La oui, tout à fait. vache! Oui. Non, non, il y a des. C'est hallucinant. À un moment, quand il rentre dans l'église, il avance son cheval, d'ailleurs qui est magnifique, qui est, je crois que c'est une race particulière hollandaise ou quelque chose. Ça fait des années que j'ai pas vu des chevaux comme ça avec des toupets aux pieds, tu sais, c'est un peu Oui, je vois le genre. waouh. Ouais. Et puis en plus, j'ai revu le film il y a pas longtemps, mais c'est vrai que je me suis pas vraiment posé la question quel type Mais de cheval c'est c'était. en plus, il est noir comme la nuit. Le cheval, il est Mm, mm. magnifique. Il l'appelle Goliath, mais il rentre dans l'église et en fait, il l'a fait marcher au trot. Il maîtrise son cheval d'une façon, ou même à un moment, je crois que le cheval se cambre. Tu le vois qu'il le reprend au tout début du film, la scène de la taverne. Tu le vois qu'il monte sur son cheval. Mm. Les mecs l'affrontent, sortent de derrière des meutes de paille. Bon, ils sont deux. Spoiler, ils tiennent pas 10 secondes parce que, évidemment, hein, on a l'arbalète avec deux coups. Les deux coups portent. Voilà. Et le cheval se cabre. J'ai été halluciné. Et j'ai même été halluciné. Mm. Est-ce que tu as l'impression à un moment de voir Mathieu Broderick qui est doublé? Non. Il- Non. Au niveau des scènes, notamment quand il essaie d'échapper aux gardes qui oui, veulent l'attraper, c'est il est, lui qui tourne. il marche. Et c'est assez Oui, parce sportif qu'il quand même. grimpe. Alors, la fameuse taverne, là, ça, je m'en rappelais plus quand j'ai réécouté la musique assez souvent. Mm. Et là, on nous parle de taverne. Je me dis, ah oui, bah super, ça va être la taverne médiévale fantastique, de la fausse pierre au mur, etc. Non, non, c'est une taverne. Enfin, c'est pas une taverne. En gros, c'est une guinguette à l'extérieur avec des branches d'arbres qui ont été tressées pour faire un espèce de, comment on appellerait ça? Pas de treillis, mais tu sais, pas de mezzanine, mais tu vois le truc. Et Mm, mm. je me rappelais plus, je me dis, ah oui, bon, d'accord, on remarque, c'est censé se passer dans les Abruzzes, donc c'est clair que. Puis ça devait coûter moins cher en décor de couper quelques branches, de les tresser entre elles, et puis de dire, oui, oui, c'est une taverne. Mais c'est vrai que tu vois Broderick qui grimpe là-dessus, puis tu te dis, mais il saute de l'un à l'autre. En fait, ce qui est marrant avec ce film, c'est que tu as des mélanges de chorégraphies de combat qui Mhm. font complètement bancal.
Alors qu'au milieu, tu as des gens qui savent visiblement faire un certain nombre de choses qui relèvent de la cascade. Alors, c'est pas de la cascade super risquée, Il y a mais une voilà. cascade risquée, et là on voit que et Broderick et Rutger Hauer sont doublés. C'est quand le Broderick est en train de se sauver après la taverne, et que Rutger Hauer le rattrape et l'attrape et le jette sur son cheval. Là, clairement, tu vois qu'ils sont doublés. Mais toutes les autres fois, c'est hallucinant, quoi. Mais même Ken Hutchinson, à un moment, tu sais, quand après toujours la scène de la taverne où il s'est pris une tôle, il va rendre compte à l'évêque, c'est lui-même qui est à cheval, mais là on est dans des décors réels, il prend un virage à un moment, je sais pas si tu as remarqué, mais le cheval dérape. Il prend un virage à 90, je me suis dit, là à mon avis il y a un fer à cheval qui a dû riper, il le reprend. Je me dis, attends, c'est pas possible. J'ai fait pause, je me suis dit, c'est quand même bien lui. Et visiblement, c'était lui à cheval. Ouais. Il y a des moments comme ça, tu l'imaginerais plus, ça. Et en fait, si tu veux, moi ce que j'apprécie dans ce film, bon, c'est pas, je ne vais pas considérer que c'est un film Non. non plus, hein, mais ça me fait vraiment penser à ce qui peut se passer dans une partie de jeu de rôle, où on a dans les interactions autour de la table, tu as ce mélange de trucs ou de moments où on se prend au sérieux et où tu as forcément un moment quelqu'un qui lâche un truc ou qui fait du hors-jeu ou qui cabotine ou qui prend les choses à contre-pied et ça, voilà, tu arrives à avoir des résultats. Tu as une espèce d'alchimie, de mélange de trucs qui ont l'air d'être antinomiques, qui au final font que tout le monde C'est le s'amuse. cas classique la scène qui n'est pas du tout faite, qu'on a tous connu dans les jeux de rôle, c'est où tu as un joueur qui va te dire, qui va tenter une action. Alors en fonction des jeux, c'est action légendaire ou autre truc, où il a une chance, selon les dés, une chance sur 100 de la réussir. Il dit non, je vais la tenter, je veux la faire. Et le pire, c'est qu'il va la réussir. Et tu te retrouves à un truc, et puis tu as tout le monde autour de la table, et même le maître de jeu se rappellera toujours, et le type pourra toujours dire, ouais, mais moi, tu vois, une fois dans ma partie, j'ai tenté ça, j'y suis parvenu. Alors, t'as aussi les résultats inverses. Moi, j'ai connu des parties, j'ai connu des joueurs qui avaient une malchance notoire avec les dés, où quand tu as 85% de chances de réussir une action, et que tu la rates 3 fois d'affilée, voilà. Oui. Ça se pose là, ça crée d'autres ambiances si tu veux. Et le très célèbre chat noir. Oui, mais ça fait partie de l'alchimie, si tu veux. Ça fait partie de la façon dont on s'amuse en fait. Et pour en revenir, on a commencé à parler en parlant de la fantasy, et on a évidemment cité Tolkien. Et quand tu relis Le Seigneur des Anneaux ou le Silmarillion, bon, le Hobbit c'est un peu encore à part puisque c'était destiné à un autre public. Tout à fait. Mais voilà, quand tu lis Le Seigneur des Anneaux, tu t'amuses pas beaucoup dedans. Non. Faut dire ce qui est. Il n'y a pas beaucoup d'humour. Voilà, l'adaptation en film a essayé un petit peu de changer cette donne-là, voilà. Mais moi, ça m'a toujours fait penser, par rapport à d'autres œuvres de fantasy des années 80, donc bien après Le Seigneur des Anneaux, mais qui correspondaient à mon adolescence, à moi. Donc quand j'ai pu m'ouvrir un petit peu à tout ça de façon un peu plus réfléchie, on va dire, que quand j'étais gamin. Pour moi, Le Seigneur des Anneaux, c'était typiquement un peu l'équivalent dans la fantasy d'un opéra. Oui, guindé. C'est grandiose, c'est bien monté, les personnages sont emphatiques, enfin voilà, c'est un opéra. Et puis, tu arrives sur un truc comme Lady Hawk, où on parlait de Willow, par exemple, où tu as des scènes où les personnages se foirent en beauté, Oui, ils ont des répliques, la scène du pont. Des répliques sous la ceinture, à peu de choses près. Il y a plein de trucs comme ça. Et c'est plus de l'opéra, mais c'est bien quand même dans un autre style. Et je trouve que ce qui est bien avec Lady Hawk, avec la fantasy, il me semble que on retrouve un peu ça depuis une dizaine d'années avec
ce qu'ils essaient de mettre dans le Marvel Universe en termes de Mmh. dialogue, en termes, voilà, t'as un certain nombre de clins d'œil, de gags, de choses comme ça. Alors que la plupart des personnages d'origine version comics sont beaucoup moins cabotineurs, beaucoup moins rigolos. Mais là, voilà, il y a cette idée qu'on peut faire des choses sérieuses tout en ayant des passages qui sont Mmh. Plus qui se légers, prennent pas au qui sont sérieux, plus voire légers. qui sont légers, voire ouvertement parodiques et à la limite du ridicule. Parce que aussi, je pense que beaucoup de cinéphiles il y a une culture, il y a des fans de série B Tout à fait. ou de films qu'on peut considérer comme étant de la série B. C'est-à-dire de trucs où tu te prends pas exagérément au sérieux, ou alors tu te prends tellement au sérieux que ça semble parodique. Voilà. Mais là, à ce moment-là, à mon sens, maintenant c'est pareil, c'est pas un avis de cinéphile Non, averti. mais tu À mon sens, quand on se prend trop au sérieux, là, on tombe plutôt dans le nanar, justement. oui, bah, parce que le nanar va être marrant, mais à ses dépens. Où il était tellement sérieux, mais que les moyens ne suivaient pas. Après, moi, tu sais, quand on me dit, ouais, mais moi, tu le sais, je suis un fan de comics. Marvel, j'ai grandi avec ça, parce que Mmh. gamin, gamin de Les 71, éditions Lug. voilà, et encore maintenant, ne me lance pas sur les comics parce que on va pas s'en sortir. Mais voilà, Marvel, j'en ai bouffé, je peux te sortir. Et quand on nous dit, ouais, mais alors les films Marvel, alors le tagada poète poète, soin soin en pleine bataille, moi ça me plaît pas. Toi, ça te plaît pas? Moi, ça me fait plaisir. Parce que c'est ma façon d'être. Je suis désolé. Il y a des fois, eh ben, quand c'est tellement coincé, quand tu vas être dans une réunion, quand tu vas être dans un truc, quand tu veux faire passer un certain nombre de choses, même moi ça m'est déjà arrivé, je le dis, hein, dans des trucs qui sont hyper guindés, de détendre l'atmosphère ou de dédramatiser en sortant quelque chose que les gens ne vont pas entendre. Ça, c'est ma marque de fabrique. Je suis formateur de bibliothécaire. Eh ben, je vais sortir un truc énorme. Je me lance pas des fleurs, mais le truc énorme, genre les livres, ça sert à caler les armoires normandes. Et tu as des bibliothécaires devant toi qui commencent à te regarder, mais il est cinglé. Et tu découles ça. Et tu vois, il faut des moments comme ça parce que sinon, les gens, tu les perds. Et moi, j'aime bien. Je pense que toi, c'est la même chose. Il y a des fois, tire les pimpons, ça fait du bien. Je suis Oui, désolé. oui, bien sûr. Mais parce que justement, ça élargit un petit peu la façon dont les choses pourraient être présentées, Mhm. quoi. Et Voire ça les prend à contre-pied et de la même façon que tu peux partir sur du tirli-pimpon, comme tu dis, et puis mettre dedans des choses plus sérieuses, oui, y compris destinées à interpeller par surprise le spectateur ou le participant, quoi. C'est mhm. voilà. C'est le moment où, tu sais, c'est le petit électrochoc où tu vois que ton public commence à s'endormir et puis tu arrives, puis tu sais, c'est la petite pique comme ça, puis là, il fait un, quoi, ou, qu'est-ce qu'il vient de dire? Et voilà. Et là, tu les rechopes, tu les rechopes de nouveau. Voilà. Et c'est pas un mal, hein. Il faut pas oublier quand même, et là, je vais me faire des amis, mais tant pis, je le dis, le cinéma, c'est du divertissement. Le divertissement, vous allez avoir des trucs qui vont être plombants, vous allez avoir des films serbo-croates qui auront la palme d'or, qui sont, oh, ça fait réfléchir. Et il y a des fois, il y a des films où ça fait du bien. Et à côté de ça, vous avez des films français sur des bourgeois dans une maison avec des problèmes de famille. Mais pour moi, ça, c'est pas du cinéma, donc on oublie. Voilà, je t'ai perdu, mais c'est pas grave. Ça sera coupé au montage. Non, non. Non, non, tu m'as pas perdu. Non, voilà. Moi, il y a un truc, justement, dans les trucs qui me font rire. Tu l'as regardé en VF ou tu l'as regardé en VO? Je l'ai regardé en VF. Alors, moi, je l'ai regardé en VO. Oui. Alors, figure-toi que il parle un anglais, bon, évidemment, anglais et américain. Alors, de temps en temps, Broderick a un accent anglais et il y a des fois un accent américain. Sauf quand il se présente ou quand il parle, ils disent I wanna take you on a journée, et puis Philippe Gaston.
I believe in miracles, Marquet. You may have stood a chance, Gaston. You're right. Navarre has returned. Étienne Navarre, il prononce les noms à la française. Et alors, par contre, au lieu de dire Isabeau d'Anjou, ils disent Isabeau of Anjou. Isabeau of Anjou. C'est des moments comme ça. Et on s'est regardé avec ma voisine de canapé. Bon, on a éclaté de rire parce que quand il dit Philippe Gaston, mais il le dit même sans accent. Tu dis, c'est pas possible, ils se sont doublés, c'est... Non, ils se sont entraînés. Ah ouais, mais c'est pas mal. Bon, Rutger Hauer a un anglais qui est très bon. Moi, je trouve qu'il est très bon. Honnêtement, pas une poil d'accent. Bon, après, il commençait déjà à avoir une petite carrière aux États-Unis. Et puis, j'ai tendance à dire, il était quand même beau comme un dieu. Il a toujours été un visage particulier. Ça restera toujours le mec qui pleure sous la pluie en tenant une colombe en train de mourir. Ça, je crois qu'on lui a fait tout le temps. I've seen things you people wouldn't believe. Au niveau des personnes intéressantes, Michelle Pfeiffer, c'est vrai qu'elle commençait à avoir une bonne carrière. Hein. Oui, puis c'est pareil, c'est quelqu'un qui a une longue carrière. Ah, tu te rends... Et là, c'était pas ses débuts, hein. Ça faisait déjà quelques années qu'elle tournait. Et, Bah oui, parce qu'en voilà. en 83, elle avait fait Scarface. Elle avait fait... alors, je pense que, à mon avis, c'est un film qu'elle a tendance à oublier de sa carrière. Comment dire, elle était dans Grease 2. Ah oui, exact. Ça va pas le faire. Hein. Je pense que d'un commun accord, plus personne ne se rappelle de ce film. On ne sait jamais, tu sais. Non, il y a certainement quelqu'un qui s'en rappelle et qui l'apprécie. Ouais. Non, mais c'est vrai que... Ah, puis oui, tiens, il y a Série Noire pour une nuit blanche de John Landis. Toujours la même année, tu vois. Alors, comment dire, c'est un film avec Jeff Goldblum qui sauve... Je sais qu'il est plutôt pas mal. Ah oui, donc Jeff Goldblum souffre d'insomnie, mène une vie terne, il se rend à l'aéroport de Los Angeles pour tromper son ennui, et une jeune femme poursuivie par des hommes se réfugie dans sa voiture et se retrouve entraînée dans une sombre histoire de vol d'émeraude. C'est ce jour-là qu'on a découvert que Jeff Goldblum était un malade mental. Euh, Non, parce que quand tu t'ennuies, tu vas à l'aéroport en pleine nuit, toi. ben, C'est vrai qu'il y a tellement de vols de nuit. oui, non, c'est vrai. Oui. Bah, écoute, après, ce que Jeff Goldblum, C'est un autre monde. C'est un autre ce que monde. Jeff Goldblum a fait avec les mouches, C'est après, comme ces gens qui veulent absolument installer leur baraque au-dessus des cimetières indiens et ce genre de trucs. voilà, oui, exactement. Et puis, ah, bah, attends, t'as vu comme il a fini, hein, le Jurassic Park. Il devait mourir et il a survécu. Il a sauvé l'humanité avec un ordinateur portable qui ne le recharge jamais dans Ah, ça, c'était Independence Day. Ouais, bon, voilà, c'est Jeff Goldblum. Et accessoirement, le précédent Entre Geeks, que je vous conseille d'écouter, était Buckaroo Banzai, où il joue un chirurgien habillé en cow-boy avec un pantalon en peau de bête. Si tu n'as jamais vu de ce film, c'est particulier. Si, mais j'ai pas accroché. Ah non, tu non, vois, mais alors. personne n'accroche. Mais Si, moi je connais des gens, ça fait partie de leur film culte. Ils ont des raisons tout à fait légitimes de le voir comme tel. bah, tu sais quoi? Moi non. Je vais Moi non. faire mon coming out. On a fait le précédent Entre Geeks. Le film fait 1h30. On a fait un épisode de 3 heures dessus. D'accord. Bon, Donc c'est qu'il y avait des choses intéressantes à dire dessus aussi. non, tu on vois. était beaucoup. Ah. On était beaucoup. On était plusieurs. C'était un peu un groupe de paroles pour se dire, mais c'est quel film qu'on a vu? Voilà. Ah, Non, c'était un peu comme les alcooliques anonymes. c'était les Buckaroo. Bonjour, je m'appelle Michael, j'ai vu un film mais je sais plus ce que c'était. Bonjour Michael. Non mais après, voilà, si tu veux, c'est vrai que Buckaroo Banzai, j'ai pas du tout accroché personnellement, mais il y a des gens qui m'ont donné des arguments il y a des années où je comprends qu'ils aient apprécié et voilà quoi. Alors, pour en venir,
Ça dépend ce que tu recherches dans un film et à quel point tu as besoin que ce soit sérieux, cohérent ou pas. Bon, mais tu sais quoi, je vais faire mon coming out, moi. La seule chose que je recherche dans un film. Encore? Mais c'est la soirée du Ah oui, coming oui, out. oui. Non, mais moi, la seule chose que je Tes, recherche. tes fidèles auditoristes, ils vont en apprendre pas mal Oui, là non, ce mais en soir fait, je sur vais vous toi. avouer un truc. Je ne regarde qu'un film. Les films que je regarde, c'est juste pour faire des podcasts. Non, c'est faux. C'est faux. C'est des films parfois pour moi qui sont importants. Et puis après, il se trouve que j'ai envie d'en parler. Et justement, j'avais envie de parler de Lady Hawk avec toi, tu vois. Bon, ben, manque de peau, c'est tombé sur toi. Non, non, mais Michel Pfeiffer, il y a des trucs totalement hallucinants. 87, Cheeseburger, le film Sandwich, un film à sketch de John Landis. Is proud to present Amazon Women on the Move. featuring Steve Gutenberg, Rosanna Arquette, Lou Jacoby, Where am I? Pretty scary, huh? Ed Begley Jr., B.B. King. Did you know that every 7 minutes a black person is born in this country without soul? Tie a yellow ribbon round the old oak tree. Russ Meyer, Ralph Bellamy, Monique Gabrielle. Je l'ai pas vu. Assez particulier, c'est un mélange. C'est un film qui parle de la télévision des années 80. Alors ça va être, c'est comme si tu étais sur un film du câble et tu es en train de zapper. Et en fait, tu n'as que des sketchs. Et donc, par exemple, tu as un film des années 50 de science-fiction avec le film en anglais, c'est Amazon Women of the Moon. En gros, les femmes Amazones de la Lune. Et tu imagines un film comme ça. Et à intervalles réguliers, tu as des petits passages où quand tu es en train de zapper, tu tombes sur la scène, la chaîne de Playboy. Et évidemment, tu as la Playmate qui est en train de te parler. C'est un film foutraque. Voilà. Je vous conseille, si un jour vous avez envie, très cher auditoriste, de voir Cheeseburger, film Sandwich. Bon, après, elle a fait évidemment Les Liaisons Dangereuses. Elle aura fait Susie and the Baker Boy. La meilleure façon, vous prenez un piano, Susie and the Baker Boy, et vous mettez Michel Pfeiffer dessus. Elle se met à chanter. A lot of shoes, a lot of rice. The groom is nervous. He answers twice. Jack, this isn't some hat check girl you can leave behind at the Sheraton. You've got 2 shows a night with her. Saving swords, but don't forget books. Let's not let a whiff of perfume blow off 15 years. Be reasonable, Jack. Voilà, ça c'est pas mal. Et puis évidemment, je crois que la moitié des adolescents des années 90 se rappelleront toujours de sa performance au fouet en... Et en tant que Catwoman. Voilà. Hein. Meow. Ah, et il faut en parler. Qui est, c'est pas une doublure, hein, c'est elle qui a fait Elle s'est spécialement... la performance au fouet. Elle s'est... Elle s'est entraînée pour. Voilà. Ça fait peur. Hein. Ah ben, moi j'ai... Alors, figure-toi que j'ai revu des reportages où elle s'était tellement bien entraînée au fouet qu'elle était capable, pendant une émission, elle a éteint trois bougies. Je crois. Je crois que c'est avec des bougies. Enfin bref, sa performance au fouet était plutôt pas mal. Petit message de service, je me suis encore planté. C'était pas pendant une émission de télé, mais c'était tout simplement sur le tournage où Michel Pfeiffer décapite 4 mannequins. Et oui, elle est plutôt douée, et moi, je suis beaucoup moins. Toutes mes excuses, et surtout, pas de coup de fouet. Donc oui, je pense que l'acteur studio a pas mal joué. Bon, après, voilà. Bah tiens, on parlait du Marvel cinématique. Là, maintenant, elle est dans le Marvel cinématique. Elle joue une des... Comment?
Elle joue la mère de la guêpe. Voilà. Oui, oui, dans le premier Ant-Man, elle était déjà. Dans le deuxième. Dans le deuxième, Autant pour le moi. deuxième, elle revient. Elle est dans le Quantum Mania. Voilà. Moi aussi, tu sais, quand j'ai regardé le film, je sais pas si tu as pas remarqué, il y a quelqu'un qui a un tout petit rôle dans la scène de l'église. Il y a un type, tu sais, qui est sur la grille d'aération. Oui, et Roderick en dessous essaie de. Est-ce que tu l'as reconnu? Non. Alors, figure-toi. Alors, ça, c'est le problème des comment ça s'appelle? Tu sais, des onglets quand tu l'as, parce que évidemment, voilà, c'est pas celui-là, c'est pas. Voilà! 95 fenêtres ouvertes. Ah non, ça c'est mal. 94. Alors, je vais le prononcer sur ta haute bienveillance. Hein. Valentino Venantini. C'est un acteur italien qu'on a vu énormément en France. Tu sais pourquoi? Parce qu'il était dans les Tontons Flingueurs. C'était un des porte-flingues. Et quand moi je l'ai vu, j'ai fait « Ah ben oui !» Tu sais, c'est quand ils discutent en disant « Et toi, tu utilises quoi comme arbre, etc. » dans les Tontons Flingueurs. Oui, ok. Voilà, il est dans les corneaux, etc. Bon, voilà, c'est incongru. Bon, tu te doutes bien que le type, comme le film a été tourné en Italie, il passait par là, il y avait un petit peu de cachet. Voilà. C'est le petit moment, les petites personnes que tu croises comme ça, qui sont... Ah, une autre truc. Alors là, j'ai honte. Shame. 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 Et là, franchement, j'ai honte. C'est tout à l'heure, il y a 5 minutes, j'ai dit, ouais, moi, tu vois, les comics, tout, etc. Ouais. Oui, j'étais là. Ah, tu te rappelles? Non, mais là, je vais mettre des clous sur mon cercueil. Dans le film, évidemment, pour courir après Rutger Hauer en loup, on envoie un chasseur de loups, un certain César. Et je vois l'acteur. Et je dis, ah, mais tiens, je le reconnais. Puis là, ma voisine de canapé me regarde. Ouais, et tu l'as vu dans quoi? Mais si, tu sais, c'est le petit acteur là. Ça y est, je sais dans quoi je l'ai vu. Indiana Jones, Les Aventuriers de l'Arche perdue. Je l'ai reconnu. C'est le type avec les araignées sur le dos qui meurt au bout de 10 minutes. D'accord. Oui, Sauf que il n'a pas fait que ça dans sa vie. Bah non. C'est Alfred Molina. Oui, non, je suis en train de regarder justement pendant que tu le dis et Ouais. il n'a pas fait que ça dans sa vie, oui. Et tu te rends compte, c'est un acteur de premier plan et qui en plus a quand même tourné dans Spider-Man 2 de Sam Raimi où il jouait le Docteur Octopus. Il est revenu dans le Spider-Man No Way Home. Le type, il a une carrière, c'est plus long que ma liste de courses quand mon frigo est vide. Et pour moi, je regarde et je fais « Ah oui, alors je l'ai vu. » Non mais, Coco. Je l'ai vu quelque part. Oui, Coco, il n'a pas fait que ça. Non. Bon, alors, donc voilà. Voilà. Oui, non mais à part ça, hein, j'adore les comics. Maintenant. J'adore les comics. Voilà. Vas-y. Non, je disais après, t'es pas critique de cinéma professionnel. Donc, oui, mais ma crédibilité de podcasteur, hein. ma crédibilité de podcasteur de pop culture, voilà. Oui, ben écoute, tu es en train de cheminer sur un sentier vers le sommet de la montagne. D'accord. Et quand tu arriveras au sommet de la montagne, tu découvriras que le temple des podcasteurs qui savent tout, ben il est en toc et il n'y a personne dedans. Waouh! Voilà. Et là, Aldo vient de lâcher le micro. Profite de la balade. Aldo vient de lâcher le micro. Waouh, attention, entre guillemets, le podcast qui dénonce. Qu'est-ce qu'on a aussi comme particularité dans ce film? Continuons. Allez, on va lui dire un peu de mal. Au niveau, donc c'est un film qui est censé se passer 2 jours
et se passait de nuit. Qu'est-ce qu'on avait remarqué Ouais. de particulier? Bah, ce qu'on appelle les nuits américaines en jargon cinématographique. En gros, la nuit américaine, c'est un filtre sur la caméra, tu réduis C'est ça. et tu fais croire que c'est la nuit. Mais quand tu fais une nuit américaine, qu'est-ce que tu dois faire? Un grand blanc. Dis-nous. Ah, ah. Dis-nous, vas-y. Eh ben, Monsieur le podcasteur de la culture pop. bah, en fait, ça, c'est pas le podcasteur qui parle. Moi, je vais me coucher hein, quand c'est la nuit, qu'elle soit américaine ou pas, mais bon. Et la nuit est en train de tomber. Hein. Mais c'était pas la bonne Tiens, réponse. tiens bon Aldo. Tiens bon Aldo. Bah, en fait, quand vous faites une nuit américaine, bah, vous filmez pas le ciel. Non, puisque effectivement, ton ciel, il est Ah, foireux. parce que pendant tout le film, il filme les nuits américaines encadrant le ciel. Donc, au bout d'un moment, on se dit, attends, on est le jour, Il n'y a pas de lune, il n'y a pas il y d'étoiles. a, il y a même des moments, tu te dis, alors attends, on est le jour, on est la nuit. La seule façon qu'on a de savoir si on est le jour ou si on est la nuit, c'est de se dire, ah, alors Pfeiffer, là, elle est en faucon, c'est le jour. Ah, là, elle est en humaine. T'exagères. Oui. Il y a quand même... Oui, la palette de couleurs est pas la même. oui. Ah, mais attends, peut-être que je suis. Puis t'es pas censé regarder le ciel, t'es censé regarder l'action du film et Non, les personnages. alors dans ce cas-là, dans le film, je suis censé regarder Michel Pfeiffer. D'accord, ok, j'admets. J'admets. Non, mais voilà. Mais ça donne une particularité. Après, on se retrouve à avoir, en gros, de vraies nuits. On n'en a que à la fin du film, juste au moment de l'éclipse, parce que évidemment, on va pas vous raconter le film. On est là pour vous donner envie. Et justement, donc, si vous avez le jour et la nuit, bah, le seul moyen de battre votre ennemi, c'est d'attendre un jour où il n'y a ni jour ni nuit. Donc, une éclipse. Donc, arrive la fameuse éclipse. Et là, à ce moment-là, on a réellement une vraie nuit. Mais c'est le seul moment. Après, moi, je peux comprendre. Hein, le film, il a déjà coûté 20 millions de dollars de l'époque. Donc, au jour d'aujourd'hui, en 1985, ça ferait un film à peu près à 90 millions d'euros, je pense. De dollars. Peut-être 100 millions. Ok. À peu près Je ne saurais pas te dire, mais ok. en constant. Donc, ça fait quand même relativement cher. Peut-être pas 80, peut-être ouais, 70, qui pour l'époque était déjà pas mal. Tourner de nuit, ça coûte cher. Puis peut-être comme Mathieu Broderick n'était pas encore majeur. Non, je plaisante. Il était majeur, hein, il avait 23 ans hein, quand même. Hein. Vu qu'il est né en 62, le film en 85, et maintenant, il avait 22 ans. Autant pour moi. Voilà. Et que comme on n'a pas le droit de tourner de nuit avec des enfants, c'était peut-être à cause de Mathieu Broderick qu'ils ont tourné de jour. Donc je suis méchant, je suis méchant. Après, comme tu l'as dit, donc les épées sont en alu. Les combats sont trop longs, mais il y a quand même une sacrée molosse d'épée. Oui. Et d'ailleurs, qui sert quasiment pas d'épée, comme épée. Non, elle sort plutôt de massue. Alors, elle sert de hache, parce que Broderick la prend à un moment pour... Oui, ça sert de hache, ça sert de lance. Oui. Ça sert de masse. Ça sert de masse. Pas trop d'épée. Oui, alors d'ailleurs, moi je trouve que c'est une épée un peu magique parce que quand Broderick la manie, elle est super lourde parce que on le voit, il la traîne par terre parce qu'en plus c'est une épée qui doit faire, c'est quoi, c'est une bâtarde ou c'est une bonne épée quoi, ouais. Qui doit faire dans les 1m50, 1m60, qui est censément être lourde, donc du coup non, pas si long que ça quand même. Bon, elle dépasse bien hein, du cheval. Bon, allez, on va dire 1m40. Allez, c'est mon dernier prix, 1m40, mais dans ma tête... bon, je sais que c'est pas la taille qui compte, mais quand même. Donc, il la traîne à chaque fois. Et puis, quand elle est dans les mains de Rutger Hauer, ça devient une lance parce que, comme tu l'as dit, c'est une lance, puisque évidemment, quand le méchant va faire le truc... T'avais dit qu'il fallait pas tout spoiler. Quand il va faire le... Et lui, il la lance. Mais voilà, quoi, c'est... Ah, puis il la lance bien. Donc, oui. Bon, après, les épées médiévales réelles, on va dire, contrairement à ce qu'on pense, c'était pas si lourd que ça. Hein. Ça dépassait rarement les 2 kilos, quoi. Très rarement, même. Il faut les manier, les 2 kilos à bout de bras, même quand t'as des bras baraqués.
Parce qu'il s'agit pas de... T'as pas toujours l'opportunité d'abattre ton adversaire d'un seul coup, hein. Tu, Des tu fois, veux faut dire, faire quelques passes d'armes, puis tu cavales avec, quand tu la gardes à la main, enfin voilà. tu veux dire qu'on nous, C'est tu veux dire qu'on pas... nous aurait En menti? fait, quand Matthew Broderick traîne l'épée comme si elle faisait son poids à lui, non, ça devrait pas. On s'en fiche. Tu veux dire qu'on nous aurait menti, les épées n'étaient pas aussi lourdes? Non, c'est tout à fait possible. Mais bon, ceci dit, Non, ça, c'est une réalité, si tu veux. Bon, je suis pas un expert en épée ni rien, mais ça fait partie des trucs où les gens qui font du jeu de rôle, au bout d'un moment, ils commencent à se prendre souvent la tête sur ouais, mais les armures, ça s'enlevait pas aussi vite que ça. Ouais, mais les épées, ça faisait pas comme si. Ouais, mais les haches, ça se maniait pas comme ça. Enfin, donc les gens vont aller chercher. C'est bien parce que tu apprends plein de choses grâce à des passionnés. Puis que les gens qui sont aussi des amateurs de reconstitution historique et de grandeur nature, ou de grandeur nature, ou les deux, sont aussi intéressés par ça, quoi. Et non, ce qu'il faut pas oublier, c'est que ce que t'attends d'un matériel militaire, médiéval ou même antique, hein, c'est que quelqu'un se trimballe avec pendant des mhm. heures, et il se trimballe pas juste pour aller se faire un thé dans la cuisine. Il fait des kilomètres, il combat, il court, il monte à cheval, voilà. Donc ça, tu dois protéger, par exemple les armures, tu dois protéger le type. Les armes, c'est vrai que quand tu portes certains types de coups, la masse de l'arme, Joue. par exemple quand tu portes un coup du bas vers le haut, ou, enfin du haut vers le bas, pardon, la masse elle joue, voilà aussi. Mais il faut que ça reste maniable. Donc tu peux pas tout miser, surtout pour des armes qui sont prévues pour être maniées à une seule main, ou qui peuvent être maniées à une ou deux mains, mais qui voilà. Euh, donc c'est pas si lourd que ça, tu sais, une épée. Mhm. Bon, après quand tu l'as à bout de bras, tu les sens quand même les kilos. Et puis les gars ils s'entraînaient. Voilà, les combattants de métier, ils avaient quand même des beaux biceps, hein. Oui, ah ben, et puis ils avaient la masse, ils avaient le bide et le truc, et ils Oui, mangeaient de la mais viande. il fallait, Ils mangeaient de la viande, eux. oui, mais surtout, il fallait qu'ils manient ça Mhm. facilement. Je veux dire, c'est pas, voilà, on est loin de la caricature de la grande épée à deux mains où tu portes un coup et puis, Oui, où tu coupes un cheval, ok, où tu peux couper un cheval c'est avec ça, une... tu coupes un cheval en deux et puis tu vas faire un quart d'heure de pause parce que ton cœur menace d'exploser, quoi. Ouais, donc non, c'est vrai, oui, tu as raison. Donc voilà, après, si tu veux, c'est pour montrer la différence, je pense, entre, même s'il y a des caricaturales, entre Philippe, qui est un personnage qui est plutôt Mhm. frêle, et qui, lui, en fait, c'est sa Son rapidité et son agilité. bagou qui le font avancer dans la vie, voilà. Alors que le personnage d'Étienne, ben, c'est un guerrier, et c'est la force. C'est pas que de la brutalité, je veux dire, il y a de la technicité, il y a, voilà, il y a tout ce que tu veux, hein. La force brute, ça te mène pas à grand-chose quand tu es un combattant de métier. Mais voilà, la force fait partie de ses attributs essentiels Bah, tu as raison de à de ce me personnage. remettre sur le truc, c'est vrai que... Donc tu fais bien de me reprendre. Oui, le poncif a fait que j'ai fait un contre-poncif. Merci de me remettre dans le Mm. droit chemin. Soit, Non, soit... non, mais après, on est tous, hein, parce que c'est ce genre de film, euh, c'est souvent les seules portes qu'on a, en Mhm. fait. À part si tu veux t'intéresser à des ouvrages érudits et sérieux sur la question. Mais le kidam moyen qui s'intéresse, enfin qui est branché fantasy, c'est à peu près la seule porte qu'il a justement Mhm. sur ce que pourrait être le Moyen Âge, par Oui. exemple. Donc c'est forcément En inexact. plus, c'est un Moyen Âge qui est fantasmé, comme souvent En dans la plus, fantasy, parce que à un moment, alors, c'est qu'en gros, tu as le camoulox du Moyen Âge. On te cite le truc c'est l'épée de ma famille, mm, mon aïeul a fait les croisades. Bon, tu te dis, alors ok. ok, Ensuite, on te parle de peste noire. Tu ne sais pas exactement. Donc, oui, en gros, tu sais que tu as comment dire, une fourchette de temps. Alors, il y a des types qui se sont amusés, ils estiment, j'ai regardé sur IMDb, ils estiment la période, la date à 1386, parce que le 1er janvier 1386, il y a eu une éclipse, mais ça ne veut rien dire. mais je pense pas que les gens qui ont réalisé le film se soient posé ce genre de Ouais. questions-là. Alors,
justement, figure-toi, au- C'est un peu pareil quand tu revois les vieux Star Wars où on te dit alors voilà, dans la cantina, ça c'est un alien de telle espèce, machin, nan, et puis que t'écoutes ou tu lis les interviews de gens qui étaient là à ce moment-là, qui te disent bah non, à l'époque c'était voilà, ouais bah ça c'est l'alien avec la tronche bleue et les gros yeux rouges. figure-toi, quand on parle du scénario, figure-toi qu'il y a un truc qui est assez Mm. particulier. Quand ils ont fait la promotion, alors je sais plus si c'était la Warner ou si c'était, oui, c'est la Warner Bros. Qui était en coproduction avec la 20th Century Fox. euh, Ils ont fait courir la rumeur que c'était une histoire vraie, une légende médiévale qui aurait été adaptée. Et Ok. figure-toi que, en fait, c'est faux, parce que l'histoire, elle n'est pas du tout adaptée, elle a été imaginée par Edward Camara. Et pour le petit fun fact, il y a eu la Writer Guild of America, donc le syndicat des écrivains américains, donc les scénaristes, qui ont tenté un procès contre la Warner Bros. Pour dire non, non, vous payez à Edward Camara son histoire, parce qu'il l'avait écrite en 1982 et il l'a donnée à Richard Donner. Donc il fallait rémunérer, tu vois, c'était le petit truc. Oui, on est sur du médiéval de pacotille. Tu regardes aussi le truc, on te dit l'évêque est considéré comme étant hérétique. Tu te dis, tiens, est-ce que c'est pas l'époque où il y avait un pape à Rome et puis un pape à Avignon, par exemple, ou après les hérétiques, hein, dans la chrétienté, voilà, tu faisais pipi de travers. Oui, enfin. Tu faisais pipi de travers, t'étais hérétique. Tiens, il y a aussi un petit truc qui est marrant. C'est la première forteresse dont Philippe s'évade au début du film. J'ai découvert récemment que ça appartenait à la famille Visconti. Ok. C'est des petits trucs comme ça, voilà. D'accord. Vous aussi, vous pourrez briller en société. Et évidemment, je me serais planté, de toute façon, comme ça arrive habituellement. Et donc, comme d'habitude, ben, vous aurez le droit de me maudire jusqu'à la 127e génération. Qu'est-ce qu'on aurait encore à dire? Est-ce qu'on aurait fait le tour? Est-ce que tu as des choses encore à rajouter? Non, puisque on a parlé de l'histoire, on a parlé des acteurs, on a parlé des personnages, on a parlé de la bande musicale, on a parlé des choix au niveau scénaristique et cinématographique. Ah si, une chose. Ouais, ouais, vas-y. Est-ce que, à ton avis, le film a fonctionné? Je crois qu'il a eu un très modeste succès. Ben, en fait, c'est même pas un succès. Donc, comme je te disais, Ah, donc il n'a pas fonctionné du coup. ah bah, ça a été plus que modeste, parce qu'il a coûté 20 millions et il a rapporté que 18 432 000 dollars. Et figure-toi qu'en France, il n'a attiré que 270 000 spectateurs en salle. Ah tiens, justement, est-ce que... C'est intéressant comme échelle parce que Oui. Nous, 270 000, c'est quand même la population d'une ville de taille respectable dans un pays comme le Ouais. nôtre. Ça fait quand même du mais monde. tu vois, alors ça c'est habituel. Les États-Unis comptent en argent et nous, on compte en nombre de spectateurs. Ça m'a toujours sidéré. D'ailleurs, il y a un truc qui est particulier. Est-ce que toi, tu l'as vu en vidéo ou tu l'as vu à la télé ou tu l'as vu au cinéma? Alors à l'époque, je l'avais chopé en vidéoclub. D'accord. Donc c'était à la télé. Alors, bah, figure-toi qu'il est sorti le 12 avril 1985 aux États-Unis et il est sorti le 27 mars 1985 en France. Ce qui est étonnant, parce qu'habituellement, et là, très cher auditoriste, vous entendrez peut-être la foudre qui vient de tomber près de chez moi, donc vous entendrez l'orage, mais c'est pas grave. Entre geeks continue malgré les intempéries. Mais je me suis en train de me poser la question, figure-toi, il est marqué Société de distribution Hachette Fox France. C'est étonnant parce qu'habituellement, surtout dans les années 80, le film sortait aux États-Unis et sortait un an, voire un an et demi plus tard en France. Là, visiblement, il est sorti
D'abord en France et après aux États-Unis. Et par D'accord. contre, alors là, moi habituellement, tu sais, dans mes podcasts, généralement, je dis, je l'ai vu sur Télé Luxembourg ou RTL, et je n'ai pas souvenant. Je sais que, Je sais qu'il est passé un moment à la télé en France, mais ouais, ben je pense l'avoir vu. Je pense l'avoir vu à la télé. je me rappelle très clairement que la première fois que je l'ai vu, c'était vraiment, c'était en vidéoclub. Ah, est-ce que tu l'as vu entre potes? Est-ce que justement Non, tout tout seul, seul? tout seul. Je fréquentais assidûment les vidéoclubs. Souvent les samedis, j'allais au vidéoclub, je regardais ce qu'ils avaient, je me prenais 2 voire 3 films et je me faisais une soirée film. Alors, du coup, si t'en rappelles, tu l'aurais vu vers quelle période? Tu avais quel âge à peu près? Si c'est pas indiscret. Écoute, je devais avoir 17 ans. Donc, du, 17-18 ans. 17-18 ans, c'est quasiment ton début de... Ouais, quasiment, si je me trompe pas, tu t'étais déjà meneur de jeu. Oui, j'ai commencé à jouer aux jeux de rôle en classe de Mhm. 4e. Et dans les 6 mois qu'on suivi, j'ai commencé à tenter de maîtriser. Ah, Avec un succès qu'on va qualifier de modéré. tu veux dire que tu n'as fait que 18 millions pour un investissement de 20 millions? C'était une blague. Ouais, ça, voilà. C'est pas tout à fait des chiffres aussi énormes, mais c'est un peu le résultat. Alors justement, quand tu t'es pris le film, quand tu l'as visionné, Oui, c'était une volonté de oui. te dire, je me fais une toile, ou tu avais déjà l'envie de te dire, je vais faire mes devoirs, Non, j'avais juste envie de regarder un film. d'accord. Si tu veux, à l'époque, dans mon souvenir en tout cas, quand je cherchais à maîtriser du jeu de rôle, j'étais pas dans la recherche de technicité, Mhm. ni de source d'inspiration. Parce que d'abord, on pratiquait encore pas mal les scénarios officiels qui existaient. On jouait beaucoup à Donjons et Dragons, ou à RuneQuest, ou à l'Appel de Cthulhu. Enfin, c'était des jeux qui avaient déjà du matos officiel assez conséquent, quoi. Puis après, on s'est vite retrouvé à apprendre à improviser sur le tas, mais en tant que meneur de jeu, si tu veux, la période à laquelle je me suis dit, il faudrait peut-être quand même que tu reviennes vers les fondamentaux et que tu te demandes s'il n'y a pas des choses à apprendre plutôt que d'être toujours dans des trucs que tu sais faire parce que tu as l'habitude et puis voilà quoi. C'est venu beaucoup plus tard, c'est venu Années 90. à peu près au moment, bah en fait à peu près au moment où on s'est connus. D'accord. Puisque c'était le moment où justement tu avais la communauté francophone de jeux de Mhm. rôle en ligne qui commençait les communautés qui commençaient à se constituer. Moi, je traînais déjà à l'époque sur des forums américains, notamment Shadowlands 6, qui était un gros forum, De Shadow. un gros site Shadowrun, où traînaient plusieurs des auteurs freelance De l'époque. de l'époque. Voilà. Et c'est du coup, si tu veux, c'est à travers ça que je me suis rendu compte que, au-delà de quelques trucs anecdotiques de gens que j'avais pu croiser, j'évolue dans un tout petit cercle et il y avait tout un univers là dehors. Voilà. Des façons de faire différentes. Bon, je te parlerai même pas de tous les jeux qui existaient, puisque ça, je veux dire, j'aimais bien chouiner dans les rayons des boutiques, donc déjà un petit aperçu de la diversité de ce qui se faisait dans le jeu de rôle. Mais les façons de maîtriser, je veux dire, on jouait dans des groupes relativement restreints, Mhm. tu vois. Moi, il a fallu que j'attende 2011 pour intégrer un club. Mais sinon, avant, je passais d'un groupe à un autre. Et contrairement à beaucoup de mes contemporains qui se sont retrouvés à arrêter certaines années parce que ils se sont retrouvés avec les hasards de la vie dans des régions où il y avait peu de pratiquants, où ils ont perdu l'intérêt, où ils ont eu des contraintes Oui. familiales et professionnelles qui font qu'ils y sont revenus que 20 ans Mhm. après. Enfin voilà. Moi, en fait, je fais partie de ceux qui n'ont jamais arrêté. Et qui, du Toujours coup, quand un debout. groupe se dissolvait, oui, quand un groupe éclatait parce que les gens étaient obligés de se disperser, il y en avait toujours au moins un qui restait plus moi. Et pour peu qu'on. Si tu veux, quand tu restes longtemps dans la même ville, forcément, tu te rends compte que la communauté n'est pas si vaste que ça, Non. quoi.
Si tu veux, moi, il y a des gens, je les ai rencontrés, je me suis rendu compte qu'en fait, on a commencé à jouer et on s'est rendu compte qu'on avait des amis communs, mais de 20 ans auparavant, Ah oui, d'accord. qui étaient aussi des rôlistes, tu vois, alors qu'on n'avait jamais joué ensemble à l'époque. Parce qu'à l'époque, on était dans des groupes où ça tournait Mhm. suffisamment pour qu'il n'y ait pas le besoin voilà. Je comprends. Donc tout ça pour te dire que, à partir du moment où effectivement je me suis retrouvé avec, beaucoup plus de gens qui ont plus sur les forums et tout ça, on discutait Mmh. beaucoup, je veux dire, donc on posait des questions, sur les règles, sur les machins. On posait plus de questions que ce qu'on se posait quand on était autour de la table. Mmh. Je veux dire, quand tu joues régulièrement avec les mêmes personnes, assez vite, on sait un peu quelles sont les attentes des uns et des autres et comment les gens voient les choses. Pour peu qu'on joue à un panel de jeux relativement restreint, on a vite fait nos choix en matière de règles et ainsi de suite Et et la façon de voilà jouer, et quoi. la façon de jouer. Voilà, exactement. Donc, ben, quand on est arrivé à la fin des années 90, là tout d'un coup je me suis dit: «Mais attends, il y a plein de trucs là, il y a des gens, ils ont des approches qui ont rien à voir avec la tienne et pourtant ils te sortent de ces trucs où tu te dis: "Ah bah ça, j'y ai jamais Mmh mh. pensé quoi"». Et du coup, c'est là que j'ai commencé à me poser des questions et c'est là que j'ai commencé aussi à écrire, les pavés qui dans certaines communautés, Reste célèbre. m'ont rendu tristement Voilà. célèbre. Voilà, ouais, j'ai dû faire pleurer beaucoup de gens, Oh s à l'époque, on n'avait pas l'abréviation, TLDR, Too Long, Don't Read. Mmh. Mais Donc, c'était toujours un voilà, mais je plaisir. pense que j'ai Ça restera oui, toujours un tu plaisir. es un vil flatteur, c'est tout. Non, pas du tout, Donc, c'était toujours agréable à voilà. lire et ça l'est toujours puisque Mais si tu veux, pour en revenir à ta question, puisque on en revient. voilà, pour en revenir à ta question, non, j'ai jamais eu l'impression à l'époque que je faisais mes devoirs. Et donc tu prenais ton plaisir à te faire une Oui, toile. c'est ça. Et donc, je prenais mon plaisir à me faire une toile et quand j'ai aimé quelque chose, je l'aimais par rapport à ce que je voyais à ce moment-là. Quand je l'aimais pas non plus, voilà. Et c'est bien plus tard qu'en prenant, en écoutant, en lisant, enfin, je veux dire, en apprenant des bases sur, par exemple, la dramaturgie ou les choses comme ça, j'ai découvert que, certaines choses me plaisaient parce qu'effectivement, ça répondait à des constructions scénaristiques, qui étaient bien Mmh mh. faites. D'autres choses me plaisaient pas parce que, ben, ça n'y correspondait pas et que certaines me plaisaient pas parce que la technicité était trop évidente et que c'était creux derrière et enfin voilà, si tu veux. Mmh. Après, tu as eu le moment où c'est toi qui as décidé, tu es devenu toi-même créateur et tu t'affranchis. Ça s'est fait par petites Ouais. étapes, Oui, hein, oui. je veux dire, j'ai commencé à créer, très, très tôt. Après j'ai commencé à partager à peu près à l'époque où on s'est Mmh. connus et puis en tant qu'auteur professionnel, c'est arrivé, plus tard puisque c'était la fin, le premier ouvrage professionnel auquel j'ai participé, c'était un recueil de scénarios, enfin c'était un recueil de mini-jeux et c'était en 2008. Voilà, donc c'est quand même plus récent. Alors, du coup, moi, ce que je te propose, c'est on se donnera rendez-vous, justement, pour parler de tout ton cheminement de création, d'auteur, de jeux de rôle. Hein? OK, N'est-ce pas? OK, Hein? pourquoi pas, ouais. Et voilà. Donc, du coup, on va laisser Lady Hawk entre Oui. la nuit et le jour. C'est ça, on va laisser le film partir dans le soleil Voilà, couchant. partir dans le soleil couchant sur du Andrew Powell ou du Alan Parsons Project. Mmh. Justement, la tradition chez Galaxy Pop et donc dans le podcast Entre Geeks, le podcast des œuvres brillées, mais pas Oubliable. bien. Écoute, merveilleux. Écoute, tu es merveilleux. Bravo, bravo. Non, bon, ça fait. Et on l'a pas répété. On l'a pas répété. Non, on l'a pas répété. Mais bon. C'est ça le pire. Voilà. On a une tradition, enfin, on a deux traditions. C'est que l'invité Ouais. a le droit de choisir la musique de fin. Donc, j'aurais mis de la musique d'accompagnement quand on va citer quelques trucs. On aura des petites virgules musicales dans le podcast. Ça sera peut-être soit des extraits de la musique du film, soit des morceaux importants d'Alan Parsons. Tu es l'invité, tu as le droit de choisir la musique
que tu veux. Je m'engage à la trouver et à la mettre à la fin. Ce que tu veux, et c'est pas forcément du Alan Parsons. Même si c'est un truc obscur, je tâcherai de trouver. Non, mais on va faire du Alan Parsons. Puisque tu avais commencé à parler d'eux avec leur premier album, si tu pouvais nous trouver The Cask of Amontillado, sans problème. Et ce serait cool. Bien sûr. Alors, nous finirons donc sur The Cask of Amontillado. Et nous avons une deuxième tradition, et tu n'es pas obligé de la suivre, c'est que nous terminons toujours nos podcasts. J'ai des problèmes de prononciation. 1, 2, 1, 2. Nous terminons toujours notre podcast en faisant Galaxy Pop. Mais tu n'es pas obligé de le faire. Galaxy Pop. Ah non, alors attends, c'est que le but du jeu, c'est de le faire ensemble. Ok, à 3. 2. Vas-y. 3. Galaxy Pop. Eh bien, très chère auditorice, nous vous remercions de votre écoute. Si vous arrivez à voir Lady Hawk, c'est une série B, c'est pas le film du siècle, mais je pense que vous trouverez de quoi vous occuper cette soirée. Et puis, je remercie Aldo de m'avoir accompagné. Mais pas du tout, c'est moi qui te remercie pour l'invite. Et puis, je vous dis à très bientôt. Et puis, goodbye, auf Wiedersehen, sayonara, et je n'ai plus rien d'autre à dire. Donc, à bientôt, et tout de suite, Alan Parsons, The Castle of Amontillado. Au revoir tout le monde. Au revoir. By the last breath of the four winds that blow, I'll have revenge upon Fortunato. Smile in his face, I'll say, come, let us go. I've a cask of Amontillado, sheltered inside from the cold of the snow. Follow me now to the vault down below, drinking the wine as we laugh at the time which is passing incredibly slow. What are these chains that are binding your eyes each passing day? Say it's a game and I'll come to your life slipping away. You who are rich and whose troubles are few may come around to see my point of view. What price the crown of a king on his throne when you're chained in the dark all alone? Spare me my life, only name of your dies each brick I lay. Bring back some light in the name. You feel your mind slipping
Galaxy Pop, la pop culture. Elle est belle ma pop culture. Elle est fraîche ma pop culture. Galaxy Pop. Vous êtes sûr qu'elles sont fraîches? Comment ça, elle est pas fraîche ma pop culture? Elle est belle ma pop culture, elle est belle. Venez, venez. Elle est bonne ma pop culture. Galaxy Pop, viens, on va bien s'entendre. Désolée, je n'ai pas pu m'en empêcher. Bisous.